Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Hors les murs. Mardi, nous avons célébré à l'occasion de la fête de Notre-Dame de Lourdes la 28e journée mondiale des malades. Et dimanche, c'était également le dimanche de la santé. Alors à cette occasion, nous avons décidé de vous emmener à la découverte des soignants, de ces médecins, infirmières, aides-soignantes qui prennent soin de nous lorsqu'on se retrouve hospitalisé. Un monde finalement assez peu connu lorsqu'on est bien portant. Alors tout au long de cette émission, nous découvrirons leur quotidien, les difficultés, mais aussi les joies de leur mission. Nous essaierons de voir aussi comment est-ce que les soins ont évolué depuis l'après-guerre pour mieux comprendre quels sont les enjeux de la relation de soins aujourd'hui. Enfin, nous irons dans un endroit où on cherche à réfléchir à comment mettre l'humain au cœur des soins. Vous en avez sans doute entendu parler, l'hôpital traverse ces derniers temps une crise due notamment à la surcharge de travail, au manque d'effectifs ou encore à la course à la rentabilité. Je me trouve devant l'hôpital Robert Debré, dans cet hôpital parisien. Ici, il y a quelques jours, 27 chefs de service ont posé leur démission de leurs fonctions administratives tout en continuant évidemment à soigner les patients, symptômes en fait de ce malaise qui traverse l'hôpital. Donc je suis avec le professeur Stéphane Dauger. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes chef du service de réanimation pédiatrique ici à l'hôpital Robert Debré. Vous faites aussi partie de ces chefs de service qui ont démissionné de leurs fonctions administratives, mais vous continuez évidemment à soigner les patients. La première question, c'est pourquoi est-ce que vous avez posé ce geste très fort, très symbolique ? Bonjour madame, merci beaucoup. Nous avons posé ce geste qui nous a coûté beaucoup parce que malgré un mouvement qui date de 4 mois pour le collectif interhospitalier et de plusieurs mois pour les urgences, nous ne sommes toujours pas entendus ni par le Premier ministre ni par le Président de la République. Nous avons été obligés d'en arriver là pour montrer notre agacement et la volonté absolue d'avancer. Quelles sont les principales difficultés que vous traversez ici à l'hôpital ? Alors, les principales difficultés sont, comme vous le savez, sur les salaires et l'impossibilité de recruter des personnels, qu'ils soient médicaux, on le dit sans doute pas assez, paramédicaux, administratifs. Tous les personnels de l'hôpital sont dans une situation et les plus bas salaires qui ne permet plus le recrutement. Alors certes, c'est sans doute pas la seule raison, mais c'est une raison de non-respect des personnels qui fait qu'aujourd'hui, les gens vont travailler ailleurs ou changent de métier. Comment est-ce que tous ces problèmes, notamment ce manque d'effectifs, ils se répercutent sur la manière de soigner les patients ? De façon absolument catastrophique. On réfute des malades, on refuse des patients, on détourne certains séjours, on envoie dans d'autres hôpitaux, dans d'autres structures. Et même un service comme la réanimation pédiatrique qui a toujours été très protégé, en raison des places en amont ou des manques de places en aval, on arrive encore ce week-end en Île-de-France à être dans d'extrêmes difficultés. Au fond, on voit ces difficultés quotidiennes que vous avez, on voit ce manque d'effectifs, mais au fond, est-ce qu'à l'hôpital, on n'a pas un peu sacrifié pour de l'argent, pour des plannings, en fait, le personnel et la manière dont s'épanouissent les gens, les soignants et aussi les patients ? Moi, personnellement, c'est exactement ce que j'ai vécu sur les 3 dernières années. C'est aussi ce que rapportent des collègues et ça m'a rassuré, malheureusement, parce que je n'étais pas le seul à le vivre, que ce soit en pédiatrie comme dans les services de médecine ou de chirurgie adulte. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un tel point d'économie et de course au moindre euro qui traîne qu'on en a perdu tout l'esprit d'équipe, qu'on en a perdu toute la volonté des personnels. Moi, je n'avais jamais vécu ça dans mon équipe. Les gens revenaient travailler même hors de leur temps de travail pour aider. Ça s'est perdu et les gens vous le disent en face. Et vous disent mais on n'arrête pas de nous marcher dessus, on n'arrête pas de ne pas nous respecter. Alors ça, à long terme, je pense que ça va rester inscrit et qu'il serait vraiment temps d'inverser la vapeur. Merci beaucoup, professeur. Alors, pour mieux comprendre le quotidien de ces équipes, nous sommes allés dans un service d'urgence pédiatrique à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. On regarde ce reportage. Les urgences pédiatriques de l'hôpital Saint-Joseph accueillent chaque jour des petits malades. Et ces temps-ci, en pleine épidémie de grippe, pas moins de 120 enfants franchissent quotidiennement les portes de ce service avec leurs parents. Réveiller, ça va. Allez, fais voir mon cœur. Ouais, je sais, je t'en Combien tu m'as dit 38,3 à l'arrivée? 38 heures. Attends, mon bébé. Ouais, je sais. Ça allait. Oh alors ma puce, alors. Cet après-midi, pas de répit pour Alix, la pédiatre de garde. Elle enchaîne les consultations de box en box et avec Hélène, une infirmière,
elle examine un bébé de 3 mois qui a de fortes fièvres depuis plusieurs jours. Il peut dormir. D'accord, mais aujourd'hui, elle a plus de température. Si, elle en a. Elle a D'accord. Elle n'a que quelques minutes pour poser un diagnostic et cette fois-ci, elle doit annoncer à la maman la nécessité d'une perfusion et de soins intensifs. Des moments difficiles autant pour les parents que pour les soignants. Et on est des êtres humains, ça dépend. Il y a des jours où on n'a pas envie, où c'est hyper dur parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a beaucoup de travail, parce qu'on est très sollicité, parce que les gens sont pas contents parce qu'ils ont attendu depuis longtemps. Et du coup, là, on a tendance à être plus technicien que médecin. Et puis, il y a un jour où vous allez voir quelqu'un qui vous fait penser à votre gosse, ou alors qui est hyper touchant, ou une histoire hyper difficile. Et puis là, ça va être plutôt l'autre versant. Ça, c'est vrai que c'est difficile. Il y a des cas qui sont hyper durs et dont on peut pas se détacher. Mais quand même, je crois que ce qui est vraiment important, c'est d'arriver à rester empathique sans pencher soit dans le côté trop technique ni dans le côté trop amical. D'arriver à garder cet équilibre-là. Il est gardé comment, ce petit bonhomme? À la crèche. Mais oui. Il y a la fièvre, quoi. Qu'est-ce qui nous aide à gérer ça? C'est les collègues de boulot, je pense, beaucoup. Que ce soit les équipes soignantes, là, ici, aux urgences, les infirmières, tout le monde. Enfin, on parle beaucoup, dès qu'il y a des choses qui nous touchent. Et puis les autres médecins, on est une équipe, on est une bonne équipe, là, ici, à Saint-Jean. On s'entend tous bien. Et donc, c'est vrai que ça fait du bien, de temps en temps, dans une après-midi où tout va vite, de prendre 5 minutes et de débriefer un peu des trucs difficiles ou de rigoler parce qu'on en a marre d'être juste le technicien qui fait tac, tac, tac et voilà. Quelqu'un qui veut faire plus pour ça? Ouais. Il y a un déchoc? Non, mais j'ai besoin de perfuser une petite. Les urgences? Vous allez encore patienter. Oui. Alors attendez, parce que là c'est la folie aux urgences, donc ça va être difficile. Si vous voulez récupérer les résultats de votre enfant, vous allez au laboratoire directement. À quelques pas de là, Franck, infirmier de l'équipe, prépare une perfusion. Pour lui, le cœur du métier de soignant réside dans la confiance qu'il établit avec ses patients. Le principal, c'est la confiance. Parce qu'on est toujours dans un rapport quand même de domination sur le patient, parce que le patient est en demande de soins, on a quand même un ascendant sur eux, et c'est vraiment ce rapport de confiance et de toujours rechercher le consentement de la personne en face. Et ça, c'est un jeu qui est très agréable en pédiatrie, c'est de chercher le consentement par le jeu, et de savoir de trouver qu'est-ce qui va faire déclic chez l'enfant, et qui va lui faire accepter le soin qu'on est en train de faire. Donc souvent c'est par le jeu, par la chanson, par trouver qu'est-ce qui lui plaît. Les adolescents ou les grands enfants, c'est leurs activités sportives, c'est les jeux qu'ils font en dehors, de parler de leur vie. C'est dommage quand même. Prendre soin des patients dans l'effervescence des urgences, c'est aussi ce qui donne à Hélène, infirmière, de trouver un véritable sens à son travail. Quand on rentre chez soi, quand même, on a l'impression d'avoir été utile à quelque chose, en fait. Quand on travaille avec de l'humain, ça reste quelque chose de palpable. C'est pas du papier, c'est pas des chiffres, c'est pas. Donc quand on arrive quand même à soulager un enfant de sa douleur ou à avoir réconforté un parent, avoir gagné un sourire, en fait tout ça c'est des petits bonus, et c'est ce qui fait qu'on sent que notre travail sert quand même à quelque chose. Salut, comment va? Alors ce quotidien qu'on vient de voir dans le reportage, il est partagé par des milliers de soignants, médecins évidemment, mais aussi infirmières. Je suis avec 2 d'entre elles. Bonjour à toutes les 2. Je suis donc avec vous, Virginie Monéo. Vous êtes infirmière au service d'urgence à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Et vous, Juliette Champreux, donc vous vous occupez de malades qui ont une maladie rare, une maladie génétique, la mucoviscidose. Alors toutes les 2, pour commencer, j'aimerais que vous me parliez en quelques mots de votre quotidien d'infirmière. Quel est-il ?
Alors moi, travaillant aux urgences, mon quotidien déjà se passe sur 12 heures à peu près. Nous accueillons des personnes donc, dans le cadre de l'urgence. Et donc notre quotidien est fait de beaucoup de nombre de patients avec différentes pathologies, donc avec différentes prises en charge. Et puis de ce fait, soit on hospitalise nos patients, soit on les fait rentrer chez eux. Et ce qui nous pose surtout problème, c'est quand nous devons les hospitaliser. Donc notre quotidien est surtout fait donc de beaucoup de travail, de charge de travail, et surtout de diriger nos patients de manière confortable et convenable pour eux-mêmes, ce qui nous pose souvent des problèmes puisque nous avons souvent des problèmes de place et de lit sur l'hôpital et même les hôpitaux environnants. Voilà. Et alors vous, Juliette? Alors moi, j'ai le même diplôme d'État que Virginie, mais en fait, je fais pas du tout le même métier. Mon quotidien, c'est d'abord de répondre au téléphone aux 600 patients qui sont suivis par notre centre constamment, d'essayer de diriger leurs demandes, de les orienter vers le bon interlocuteur, de les recevoir chez nous pour des soins, d'essayer de organiser avec eux en fait les soins dans leur vie de la manière la moins envahissante possible pour qu'ils puissent faire les meilleurs choix avec leur pathologie. C'est vraiment du suivi chronique en fait, parce qu'on les suit tout le long de leur vie. Et voilà, donc on essaye de travailler en équipe pluridisciplinaire pour vivre au mieux. C'est vrai qu'il y a parfois une charge de travail importante, mais c'est pas du tout la même qu'aux urgences, je pense. C'est vrai qu'on a un peu cette image parfois du personnel qui court partout, voilà, qui n'a pas une seconde à lui. Comment est-ce qu'on fait pour gérer? Alors peut-être plutôt vous, Virginie, moi, au quotidien. pour gérer l'urgence, c'est vrai que ça s'organise ça s'organise en vérité, parce que c'est vrai que quand les personnes, quand l'utilisateur vient aux urgences, le patient se présente, pour lui c'est un espèce de brouhaha, de bruit, de cris, puisque nous recevons des patients atteints autant de maladies psychiatriques que de problèmes sociaux. Enfin, on prend soin d'une population, en plus dans le 93, là où je travaille sur Bobigny, qui a quand même une précarité qui est quand même significative. Donc il y a une précarité affective, il y a une précarité financière. Enfin, la précarité peut prendre toute sa dimension, surtout dans le 93, je vous l'assure. Après, quand on arrive, quand on est jeune diplômé, quand on arrive sur les urgences, c'est des fois des choses difficiles à gérer. Mais au bout de quelques années, on y arrive très bien, sans aucune difficulté. C'est ça, au fond, puisque vous avez aussi un rythme qui est très exigeant, et l'une et l'autre, parce que vous avez les gardes Oui. qui sont très longues, parfois de jour, mais aussi Oui. de nuit. Et vous, Juliette, vous avez, vous disiez, 600 patients à gérer, donc chacune, l'une et l'autre. Peut-être vous pouvez en 2 mots m'expliquer un peu vos contraintes qui sont quand même assez lourdes, parce que c'est une responsabilité quand même de soigner les gens. Nous, c'est vrai que moi, mes plus grandes difficultés pour moi, c'est toujours de laisser des patients sur des brancards pendant plus de 18 heures, 24 heures. Pour moi, ça, c'est intolérable. Ne parlons pas du parent pauvre de la psychiatrie, où nous gardons des patients qui sont donc là aux urgences chez nous, qui ne sont pas des urgences psychiatriques, qui sont des urgences lambda, mais où nous devons contentionner des patients. Enfin, vous voyez, il y a des actes qui nous coûtent, qui me coûtent des fois cher dans mes propres valeurs, mais dans lequel je sais qu'on ne peut pas, hélas, où je ne peux pas toujours avoir toutes les solutions, et pour moi, ça peut être inextricable par rapport à ça. Et c'est vrai que on est toujours sur cette difficulté de quand je finis ma soirée à 19h et que je reviens le lendemain matin à 7h, où je retrouve le même patient qui a 80 ans, ou le patient qui était contentionné depuis la veille, et je le retrouve dans le même état. Pour moi, ça, c'est vraiment des choses qui me heurtent et qui font partie de mes difficultés. Oui, vous, Juliette? C'est vrai que ce que vous disiez sur la précarité, moi, me touche beaucoup, parce que ce qui lie mes patients, c'est qu'ils ont tous la même maladie. Et en fait, je peux m'apercevoir que la précarité affective, notamment, existe dans toutes les couches sociales. Ce qui les lie, c'est pas leur milieu social, c'est pas leur situation, mais finalement, il y a ce besoin d'aide qui est vraiment présent partout. Et parfois, on se trouve un peu démunis sur la manière de répondre à cette précarité-là. Je pense que c'est ça qui est le plus prenant pour moi, c'est d'essayer de réfléchir en équipe comment réagir à cette situation de demande affective, de demande d'accompagnement sur le long terme, avec parfois une grande détresse dans les dynamiques familiales.
Et c'est ça qui, je pense, prend le plus la tête. Sans compter qu'il faut les connaître quand même un petit peu, ces patients-là. Il y en a 600. Alors, vous êtes plusieurs, évidemment, dans le service, mais il faut quand même avoir 2-3 infos sur qui est qui. C'est quand même compliqué avec autant de patients. Peut-être que c'est ça qui est intéressant. Enfin, moi, c'est ça qui m'attire dans mon travail, c'est justement de créer la relation avec les gens. Je dirais que j'y suis bien dans mon travail parce que j'y applique des choses pas forcément que j'ai apprises à l'école d'infirmière, même si c'est quand même la base, mais aussi des choses qui sont moi dans ma manière innée d'être et que je peux utiliser, des compétences que je peux utiliser dans mon travail et qui font partie de moi. Et en fait, je pense que c'est ça qui est le plus agréable pour moi. Vous, c'est pareil, Virginie, j'imagine que, alors, avec des contraintes qui sont celles de l'urgence, c'est des patients Donc, qui arrivent. Le temps est notre meilleur ennemi aux urgences, il faut le savoir. Ben oui, mais est-ce que c'est vrai? Parce que les gens attendent, les délais sont importants, ils ne comprennent pas qu'on doit s'occuper des patients qui sont donc dans l'urgence vitale, c'est-à-dire qu'on là, on va devoir amener des soins, donc des réanimations, enfin voilà. Donc ça, le patient lambda qui vient juste parce qu'il a un trauma de cheville ou parce qu'il a un rhume, ne comprend pas toujours pourquoi on va prendre un patient qui, lui, est en difficulté respiratoire ou même cardiaque, peu importe. Donc ça aussi, c'est tout, de faire tout cet exercice. Et justement, je reviens et je rebondis sur ce que vous avez dit, comment on doit s'adapter en permanence et appeler... on développe des capacités que, en effet, nous n'apprenons pas à l'école. Ça, ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas nous apprendre ce que c'est sur le terrain. Qu'est-ce qui, au fond, et l'une et l'autre, vous anime en profondeur pour faire ce métier? Parce que c'est pas n'importe quel métier de soigner l'autre. En fait, on ne choisit jamais ce métier par hasard, en vérité. C'est surtout ce qui m'anime, moi, c'est de prendre soin de l'autre, tout simplement. Prendre soin de l'autre, parce que ça, c'est très important. Mais avant de prendre soin de l'autre, il faut qu'on prenne soin de nous aussi. Et ça, c'est important. Il faut avoir beaucoup de ressources également extérieures. Je pense que c'est pareil. Oui, vous, Juliette, moi, ce qui me rend heureuse, ce qui me donne de la joie dans mon métier, je dirais que c'est que ce métier, précisément, rejoint quelque chose que je suis en moi. Et c'est pour ça que je m'y sens bien. Ça me permet c'est ce que je disais tout à l'heure, d'utiliser des compétences que j'ai déjà en moi et qui, du coup, font que je me sens à ma place. Il y a aussi l'histoire du travail d'équipe. Et peut-être qu'une des choses aussi qui me motive, c'est la conviction qu'il est utile de travailler pour le service public. Enfin, moi, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi ce poste dans le service public. Parce que, du coup, on prend soin de personnes qui viennent de tous horizons. Et puis... oui, je pense que voilà, on s'inscrit dans un projet beaucoup plus large qui est celui du service de la population. Ouais. C'est quelque chose qui vous anime aussi, Virginie? Oui, vraiment. Oui. En fait, quand je suis rentrée à la PHP, c'était vraiment quelque chose pour moi qui était dans mes propres valeurs, en vérité. C'était oui, je voulais vraiment m'inscrire dans ce projet-là parce que, en fait, quand on devient infirmière, c'est vraiment quelque chose, c'est un engagement, c'est un engagement envers l'autre. Et c'est vrai qu'avec ça fait partie avec des difficultés qu'on peut rencontrer. Donc, c'est très important aussi d'avoir ses propres ressources internes parce qu'il faut faire face à tout ça. Parce que tous les jours, c'est pas rose non plus. Il faut pas rêver. Ma dernière petite question, c'est est-ce que la foi, et de quelle manière la foi peut jouer un rôle aussi dans la manière dont vous percevez votre mission de soignante? Tous les métiers qui sont à engagement, que ça soit en effet religieux, humain, c'est en effet la foi, on l'a tous les jours, sinon on ne retournerait pas travailler, je crois. Je ne sais pas si c'est pareil. Oui, moi je suis catholique. La foi me porte dans toute ma vie, donc je dirais que oui, la foi m'aide aussi à travailler puisque je crois en Dieu et que Dieu est avec moi tous les jours. Peut-être que la foi m'aide dans ce choix de choisir le service public, parce que je pense que en fait, quand on est croyant, à mon avis, enfin c'est ce que je ressens, je pense qu'on a aussi une mission d'être dans toutes les structures du monde, là où des gens qui sont religieux ne peuvent pas forcément aller. Et voilà, porter avec nous le visage de Dieu, enfin le porter sur nous, je pense que c'est ça qui me motive d'une manière générale dans ma vie. Après, forcément, puisque je suis à l'hôpital, c'est ça que ma foi m'apporte aussi à l'hôpital.
Merci beaucoup à toutes les deux. Alors, on le sait, la relation avec le patient, elle est différente selon si on est médecin, infirmière ou aide-soignante, parce que chacun a un rôle précis auprès du malade. Alors, pour mieux comprendre les spécificités de chacun, Ophélie Marien est allée à la rencontre d'une petite équipe à Nantes, à la clinique Bretéché. On regarde ce reportage. Et par Bruno, transitez s'il te plaît, j'en ai donné 2 ce matin. Comme chaque matin, le docteur Yatim et son équipe se réunissent dans leur unité de soins pour un temps de staff. L'objectif, faire le point sur l'état de chaque malade du service. Il est épuisé, il a des métastases partout. Un temps pour les patients, mais dans lequel la petite équipe de soignants trouve aussi un vrai réconfort. On est très attentifs les uns aux autres. Et le temps du staff du matin, c'est pour dire, bon voilà, les problèmes de la maison sont à la maison et on va s'occuper du service, mais on va le faire aussi et d'accepter qu'il y en a un qui soit un peu plus triste, un peu moins dans l'entrain. On pleure souvent quand même. Ouais, mais on pleure ensemble. On pleure ensemble. Donc ce qui permet d'évacuer. Ouais. On a de la chance d'avoir une bonne équipe et qu'on est tous interactifs. Et ça, c'est la force de ce service. Ouais. Ouais. Pour une équipe médicale confrontée à des cas difficiles, cette entraide est primordiale. Oui, je vous promets, je vais faire attention. Bon, bah d'accord, ça va. Allez, hop, allez, c'est bon. Coucou. D'accord. Oh, je suis désolée, Aurélien. Après ce staff, le docteur Yatim passe de chambre en chambre et s'efforce de prendre du temps avec chaque patient. C'est vrai que bon, ce matin, j'ai fait mes petites affaires, là, je me suis rasé, tout. Bon, ça allait maintenant dehors. Bon. Prenez votre temps, il y a le week-end. Ouais. Tranquille, il y a le petit jardin dehors, si vous voulez. Ça marche. Bonne journée, monsieur. Je vous laisse discuter. Car malgré la quantité de travail, il faut trouver le contexte qui permet d'expliquer à chacun son état de santé, les traitements nécessaires, dans les meilleures conditions possibles. L'idée, c'est de leur dire la vérité, celle que l'on croit qu'ils peuvent entendre. Parfois, les patients ne sont pas capables d'entendre le mot cancer, donc on dit tumeur, mais dans notre esprit, on a annoncé les choses et les patients l'entendent bien ainsi. Et ça a 2 vertus, c'est d'abord c'est leur corps, c'est pas le nôtre. Et ensuite, ça leur permet aussi d'adhérer au projet de soins. Parce que s'ils ne savent pas ce qu'ils ont, eh ben, on ne peut pas leur dire écoutez, vous allez aller en consultation à tel endroit parce que voilà. Je viendrai vous voir cet après-midi en fonction de ce que le patron a dit là. Enfin, je pense que si on travaille ici, c'est pas par hasard. En fait, la clé, c'est de se dire si moi j'étais à la place du patient, c'est-à-dire dans un lit, quelle que soit sa situation médicale, comment j'aimerais qu'on s'occupe de moi. On va être obligé d'augmenter les doses de morphine. Et ça va finir par vous ébober un petit peu. Et puis c'est surtout, ça ne te donne pas envie de manger, quoi, la morphine. Je sais pas dire. C'est une période de Luciani, ça c'est sûr. Prendre du temps avec les patients est sans doute le cœur du métier. Mais comme tous ses confrères, le docteur Yatim passe énormément de temps à des tâches administratives. Tout un aspect du métier auquel elle n'avait pas été préparée au départ. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'informatique, clairement. On a vu l'informatisation, ça alourdit considérablement la prise en charge des patients. C'est-à-dire qu'on passe énormément de temps à faire de l'informatique pour que les dossiers soient bien remplis, pour qu'il y ait une bonne transmission, pour qu'il y ait une bonne traçabilité. C'est pas la partie la plus exaltante de la profession. Ça, je l'avais pas du tout anticipé. Après, ça me permet d'exercer correctement mon métier. Donc voilà, on évolue avec le temps. Mais dans une équipe, quand le docteur manque de temps, les aides-soignants peuvent prendre le relais auprès des patients. L'une d'elles, Tiffaine, rend visite cet après-midi à Colette pour un temps de massage. Bonjour. Bonjour. Hop. Donc je vais vous voir pour, vous savez, comme la dernière fois, faire le petit massage, si vous avez envie. Oui, ouais. D'accord. Et est-ce que vous voulez qu'on mette un peu de musique? Oui, moi, je vous propose de mettre de la musique comme la dernière fois. Oui, comme la dernière fois, un petit peu, doucement. Grâce au massage que je peux effectuer, où on peut mettre de la musique, on peut juste l'écouter, être là avec lui, eh bien, il se sent mieux. Il se sent... je voudrais lui montrer que son corps n'est pas que un corps qui peut souffrir, mais on peut lui procurer aussi du plaisir. Et donc ça lui permet de se sentir mieux. Même si c'est juste pour 20 minutes, et ben ces 20 minutes-là, il se sent peut-être mieux.
soleil, la bohème, la bohème, ça nous dit, on a 20 ans. Derrière la blouse blanche, on est des êtres humains et je crois que on est touché par ce qu'est l'autre et par sa souffrance. Bien qu'il faut qu'on prenne du recul, bien sûr, hein, sinon on peut pas faire ce métier. Mais je crois que rester touché par l'autre, rester touché par sa détresse, par sa douleur, par ce qu'il dit ou ne dit pas, c'est très important. Rester touché par l'autre, tout en prenant de la distance, est sans doute l'un des enjeux majeurs de la relation de soins. Un défi au quotidien pour les équipes de soignants. On l'a vu, l'un des enjeux importants à l'hôpital se situe autour de la relation de soins. De quelle manière est-ce qu'on soigne les patients? Quel temps on leur consacre? Cette relation de soins, elle a énormément évolué avec le temps. Je suis devant l'Hôtel-Dieu, c'est le plus vieil hôpital de Paris. Il a été fondé en 651 par un évêque à l'époque, Saint Landry. Et à ce moment-là, ce lieu, c'était un symbole de charité et surtout d'hospitalité. Car l'hôpital, à l'origine, c'est un lieu où on accueille les personnes les plus pauvres. Ces lieux, ils sont fondés, gérés, administrés par le clergé et par des communautés religieuses. Et la notion de don de soi, de don gratuit pour l'autre est centrale dans le fonctionnement de l'hôpital. La vocation médicale de l'hôpital, elle n'arrive que bien plus tard, au 19e siècle, avec les progrès de la science et de la médecine. L'hôpital moderne, celui qu'on connaît aujourd'hui, lui, il fait son apparition à l'après-guerre, où il devient un lieu de soins ouvert à tous et administré par l'État. Dans les années 50, on verra l'apparition aussi des CHU, des centres hospitaliers universitaires. Ce sont des endroits où l'on soigne évidemment, mais où il y a également de la recherche et des enseignements qui sont donnés. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, toute l'offre de soins est centrée dans un même lieu, à l'hôpital. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Je suis avec Jean-Guillaume Xéry, vous êtes psychanalyste, vous êtes aussi un ancien interne des hôpitaux de Paris, vous connaissez bien l'hôpital et vous avez écrit de nombreux ouvrages autour du soin. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que ce soin il a évolué depuis l'après-guerre ? En gros, d'après-guerre jusqu'au début des années 2000, on voit que le soin a bénéficié de progrès incroyables, de progrès beaucoup plus importants sur les finalement 50 dernières années que sur les 800 années précédentes. Et notamment sur, on va dire, trois grands axes de progrès. Le premier axe, c'est l'axe de l'efficacité. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que, à partir des années 50, l'homme a réussi à se soigner. C'est après les années 50 que les antibiotiques ont été vraiment utilisés de façon ordinaire et routinière sur les maladies infectieuses, changeant totalement le pronostic de maladies comme les pneumonies, la syphilis, les infections à staphylocoque qui pouvaient être mortelles. Donc les antibiotiques, ça a été la découverte aussi des médicaments antitumoraux. Le deuxième axe d'évolution, après donc ces progrès incroyables en termes d'efficacité, où pour la première fois le soin est devenu enfin efficace, c'est en termes d'humanisation. Il faut peut-être se rappeler que là aussi, sur les 50 dernières années, ce sont des années où on a inventé, par exemple, les soins palliatifs. Donc l'accompagnement en fin de vie avec la meilleure qualité de vie possible. Ça a été aussi une prise de conscience sur la nécessité d'une meilleure prise en charge de la douleur. Évidemment, alors ça va avec les évolutions de la société, bien sûr, comme j'écris souvent. Le soin est aussi, les évolutions du soin ne sont jamais qu'un reflet des évolutions de la société. Mais donc, on a affaire effectivement à un changement de modèle dans la relation. On est dans une relation qui devient de plus en plus une relation de prestation de services, au sens, j'allais dire, presque formel et juridique du terme, c'est-à-dire que le patient, de plus en plus, devient un consommateur de soins, et donc qui estime que, voilà, il y a une prestation de service auquel il a droit, avec un certain nombre d'éléments qui le caractérisent, notamment sur le résultat, sur l'information, sur la suite à donner ou pas. Il y a un autre aspect assez important quand on évoque l'hôpital et qui est omniprésent, c'est la question de la pression financière. Elle est très forte. Comment est-ce qu'on l'explique déjà ?
La pression financière, elle est d'abord liée à l'évolution des besoins en santé qui explosent. Et les besoins en santé explosent parce que la population vieillit, au sens l'espérance de vie augmente, et l'espérance de vie entre aujourd'hui et les années 50 n'a évidemment rien à voir. Donc nous sommes plus nombreux, nous vivons plus longtemps, nous sommes atteints collectivement de maladies chroniques, c'est-à-dire des maladies chroniques, c'est des maladies avec lesquelles on va vivre pendant des dizaines et des dizaines d'années. Insuffisance cardiaque, un diabète, enfin ainsi de suite, pendant des dizaines et des dizaines d'années. Voilà. Et puis, la médecine devenant, on l'évoquait tout à l'heure, enfin efficace et très technique, eh bien, les techniques, ça a un coût. Donc, tous ces éléments sont des éléments structurels, qui sont des tendances lourdes et qui font qu'en effet, les besoins augmentent, et pour répondre à ces besoins de santé, les réponses sont beaucoup plus chères. Et puis, il y a une deuxième dimension qui est souvent celle qui est critiquée, c'est ce qu'on appelle la T2A. Donc TAA, c'est-à-dire tarification à l'activité, qui est un dispositif de financement assez récent, dont le principe est le suivant, c'est-à-dire qu'avant, les hôpitaux étaient financés à ce qu'on appelle à la dotation globale, c'est-à-dire qu'ils recevaient une enveloppe, un chèque, en début d'année, en disant, ben voilà, on vous donne tant d'argent et vous vous financez avec ça. Aujourd'hui, il y a une tarification à l'activité, c'est-à-dire que finalement, pour chaque type de maladie, eh bien, il y a un forfait. La prise en charge d'une appendicite, c'est tant. La prise en charge d'un diabète, c'est tant. La prise en charge de fracture du poignet, c'est tant. Voilà. Mais pour peu qu'il y ait finalement, sur la base de barème, voilà. Mais pour peu que finalement la prise en charge de la fracture du poignet concerne une personne âgée qui est diabétique, qui a des problèmes cognitifs, et puis en plus une dépression, et puis des problèmes sociaux, évidemment, la prise en charge, on comprend facilement, sera plus longue, plus compliquée, fera appel à plus de ressources techniques, à plus de personnel aussi. Et alors, l'hôpital mobilisera plus de ressources, mais touchera, j'allais dire, toujours la même enveloppe. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, quand on a entendu récemment ces chefs de service parler de patients rentables, non rentables, ça paraît assez fou et difficile à entendre. Bien sûr, il y a quelque chose de très choquant. Un patient en tant que tel n'est ni rentable ni pas rentable. C'est un patient que la société s'engage à prendre en charge au mieux. Ce qui est rentable ou pas, c'est la prise en charge, au sens justement tout ce qui va être mobilisé sur le plan humain, sur le plan technique, sur le plan logistique pour le prendre en charge, où l'hôpital rentrera en pratique ou pas dans ses frais, selon la complexité de ce qui caractérise finalement le patient. Donc il y a la pression financière aujourd'hui, il y a l'invasion de la technique aussi dans le soin, et puis il y a aussi une pression de la société. Là aussi, on n'en est pas forcément conscient. Mais le fait qu'il y ait régulièrement dans tel ou tel hebdomadaire le classement des cliniques, le classement des hôpitaux, qu'il y ait une haute autorité de santé, la fameuse HAS, qui certifie tous les 4 ans les établissements de santé, tout ça, il faut bien voir que c'est très récent. Et ça fait peser sur les soignants une pression qui n'existait pas jusqu'alors. Je crois qu'il y a une dernière caractéristique très importante aujourd'hui et qui est nouvelle, là aussi, si on prend inédite même, si on prend un peu de recul, c'est que pour la première fois dans l'histoire, en tout cas de la médecine occidentale, le soin est devenu sans transcendance. Jusqu'à il y a encore quelques petites dizaines d'années, le modèle était vocationnel et il y avait dans nos hôpitaux, y compris publics, des infirmières qui étaient des religieuses et parfois même habillées en cornette. Il y avait des crucifix dans les chambres, il y avait une chapelle, il y avait ainsi de suite. Ça ne signifie pas que tout le monde confessait la foi chrétienne, mais qu'il y avait culturellement et philosophiquement le soin qui était, j'allais dire, supporté par, on va dire, une philosophie d'inspiration chrétienne sur la maladie, sur le sens de la souffrance, sur le sens de la mort, sur le sens de qu'est-ce que ça veut dire qu'être un patient, c'est-à-dire à la fois souffrir et attendre, sur ce que l'on pouvait projeter sur les soignants. Aujourd'hui, ce modèle a totalement volé en éclats. C'est ce que j'appelle un soin devenu sans transcendance. C'est-à-dire que finalement, chacun doit se débrouiller avec sa philosophie perso, avec ses convictions perso. Il n'y a plus aucun signe ni religieux. Il y a des salles multiculturelles. Et donc, encore une fois, on propose de me dire que c'est bien ou pas bien. C'est dire que c'est totalement nouveau, totalement inédit. Aujourd'hui, chacun se débrouille pour donner le sens qu'il peut à la souffrance, à la mort, à la douleur.
En fait, au fond, quand on parle des soignants et des soins, c'est un équilibre en fait un peu difficile à trouver entre cet aspect très technique, parce qu'on en a besoin évidemment, l'aspect relationnel et cet aspect un peu transcendantal. C'est ça. En fait, le soin, est composé de 3 dimensions. Il est trinitaire, le soin. Toute allusion ne serait pas que pure coïncidence. Le soin, il est trinitaire. Il y a une dimension technique, une dimension relationnelle, une dimension spirituelle. La dimension technique, c'est celle du geste. C'est le chirurgien qui va poser une prothèse, c'est l'infirmière qui va poser une perfusion. C'est un temps qui est assez bref, généralement, et surtout qu'on peut mesurer. Après, il y a le temps relationnel. Donc là, le temps relationnel, il est évidemment important pour le patient. On a tous besoin, surtout quand on ne va pas bien, d'être écouté, d'être... voilà. Mais il est très gratifiant pour le personnel. Et c'est celui-ci qui fait que, met en difficulté beaucoup de soignants en disant, notamment des infirmières qui disent, moi, j'ai pas choisi ce métier pour aller en réunion et remplir des tableaux Excel. Moi, j'ai choisi ce métier pour être... Voilà. Donc ça, c'est le temps de la relation. Et puis, il y a le temps spirituel. Et le temps spirituel dans le soin, c'est pas d'abord un temps religieux. C'est le temps qu'il faut pour produire des valeurs et des ressources intérieures face à la douleur, face à la maladie, face à la mort, face au deuil. Voilà, face à sa mort sa propre mort qui se projette, ou la mort de son conjoint, ou le deuil de son enfant. Et c'est ça le temps spirituel. C'est le temps nécessaire à tout ce travail intérieur, conscient, le plus souvent inconscient, qui va nous aider à trouver les ressources et produire des valeurs face à la souffrance et à la mort. Voilà. Et ça, c'est un temps justement qui était collectivement porté il y a encore quelques dizaines d'années. Et aujourd'hui, finalement, chacun doit se débrouiller avec sa fameuse sphère privée, avec l'hyper-rationalisme ambiant, etc. Et là, on a besoin vraiment des traditions spirituelles. Et en l'occurrence, la tradition chrétienne apporte là, non pas des solutions, non pas des réponses, mais elle apporte des chemins. Pour traverser ces épreuves qui sont toujours radicales. L'épreuve de la maladie, même si tu ne termines pas la mort, est une épreuve, il y a un avant et un après. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, Sybille, merci. On l'a compris, la rationalisation des soins peut amener à mettre de côté l'aspect humain, la relation entre le soignant et le patient, au risque que ce même soignant, il perde le sens de sa mission. Nous avons donc voulu aller dans un endroit où l'on réfléchit à comment mettre l'humain au cœur de la relation de soins. Ici, à la clinique Sainte-Élisabeth à Marseille, on soigne des pathologies très lourdes, des patients avec de lourds handicaps. Je vous laisse découvrir ce reportage. Nous sommes au cœur du 4e arrondissement de la cité phocéenne. Cela fait plus d'1 siècle que la clinique spécialisée Sainte-Élisabeth y accueille des personnes dans la nécessité. Et depuis 2004, 12 résidents en état de conscience altérée sont pris en charge au quotidien par une équipe de soignants. Michael est infirmier dans cette unité. Chaque matin, il passe saluer ses patients un par un. Bonjour Olivier, ça va? A, B, C, encore 1, 2, G. S'il nous dit oui avec la tête en remontant la tête, on va maintenant lui énumérer les lettres. Donc le A, le B, le C, le D. S'il veut nous dire la lettre D, il va de nouveau stopper et lever du coup les yeux vers le ciel. Et du coup, voilà, on va continuer comme ça. Donc avec la case espace aussi, il peut nous poser des questions. 1, 2, 3, M, N, O, P. Plonge dans la piscine vide. Ben oui. Donc c'est ce que j'ai dit. Du coup, c'est l'histoire de personnes en fauteuil roulant qui vont à la piscine et il y a le maître nageur qui a trop bu, qui lui plonge et donc les personnes en fauteuil roulant lui chantent, il est dénonce. On est d'accord. Mais voilà, c'était pas compliqué, il fallait juste me laisser finir de résumer. Donc j'avais bien compris la blague, tu vois. C'est vrai que la communication entre le soignant et le soigné est très forte avec Olivier, du fait justement qu'on puisse communiquer et avoir une réponse en retour en fait. Parce que voilà, sur la plupart des autres patients qu'on a ici dans le service, on n'a pas de retour. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de savoir ce qu'il pense, ce qu'il ne pense pas. Alors qu'avec Olivier, même s'il doit nous dire c'est inintéressant, il va nous le dire. Voilà, mais au moins ça stoppe net la conversation et puis voilà. Mais oui, on a une certaine
On a une certaine affinité avec Olivier. Ça crée vraiment des moments de joie, de bien-être pour nous, soignants, et pour lui, patient, parce que du coup, il peut s'exprimer, il peut nous dire ce qui va ou ce qui ne va pas. De chambre en chambre, Michael continue sa tournée matinale en s'adaptant à chaque résident. Stéphanie, elle, est particulièrement sensible au toucher. T'es non, du coup. Donc, tu veux que je te masse la main? C'est ça? Oui. Alors, je prends un peu d'huile. Oui. C'est une personne qui a besoin de contact humain. Même si des fois c'est juste aller dans sa chambre, lui prendre la main, rester 5 minutes à côté d'elle, mais juste lui prendre la main, elle est déjà contente et ça se voit qu'elle a apaisé au niveau de son visage. Donc il n'y a même pas besoin de lui parler, même pas besoin de lui demander si ça va ou pas, on lui prend la main, ne serait-ce que juste une poignée de main ou un massage comme j'ai fait là tout à l'heure. Ça lui suffit amplement et voilà, ça lui convient, ça l'apaise et du coup, là, elle peut s'endormir tranquillement, par exemple. Le plus important pour les soignants est de toujours rester attentif aux réactions de chaque résident afin de stimuler au mieux ses capacités, comme nous l'explique Claudine, cadre de santé. En observant et puis en prenant des renseignements, on essaie de recréer quelque chose de le plus proche de chez eux, de ce qu'ils aiment, de ce qui était important pour eux. C'est bien sûr au niveau de la décoration de la chambre, des êtres importants pour eux, leur famille. Mais c'est aussi au niveau qu'est-ce qu'on va mettre comme musique, de quoi on va parler avec ce patient. Quand on connaît bien quelqu'un, on sait de quoi on va parler avec lui. Avec les patients, c'est pareil. Parce qu'en fait, ils sont là, ils ne peuvent plus nous dire ce qui les intéresse, mais après, on apprend à les connaître et on sait ce qui va les faire réagir, ce qui va leur donner du plaisir, ce qui va faire qu'ils vont être heureux. Peut-être le promener au plein air parce que c'était quelqu'un qui aimait le sport, qui aimait le plein air, ça sera profitable pour lui, ça lui fera plaisir. Voilà, on est vraiment tout le temps en recherche de ce qui est... qu'est-ce qui peut faire plaisir? Qu'est-ce que je peux faire de plus que du soin pur? Là, je mets la crème un peu sur les lèvres. Je sais. Au-delà des soins, ce sont en effet des liens affectifs très forts qui se créent entre soignants et soignés, de véritables amitiés. Françoise et Marie-France en sont l'exemple vivant. Je vais être en vacances pour m'occuper des fleurs. Ouais. Tu diras au chef qu'il a de s'occuper des fleurs. Tu lui diras. Quand elle aime les gens, c'est sa façon de le montrer. Elle aime nous embrasser, nous tenir dans ses bras, tout ça. Donc, c'est normal, comme nous, on fait partie de leur vie, parce que c'est des gens qui sont là à vie, c'est leur lieu de vie ici. Donc, moi, quand j'interviens, je fais partie de leur vie. Donc, c'est pour ça qu'elle a besoin de ces moments de tendresse. Et quand elle me les réclame et quand elle me demande, je le fais. Allez, ma petite Marie-France. Tu vas où? Je sais pas. À la chapelle? Ici, c'est toute la personne, jusque dans sa dimension spirituelle, qu'on essaye d'honorer. Thierry, bénévole, se rend 2 fois par semaine à la clinique pour accompagner Marie-France dans sa prière. Un geste tout simple, mais qui nourrit la vie du service. C'est assez souvent difficile pour les familles de revenir en fait ici. Et il y a beaucoup d'émotions. Dans cette clinique, dans cette chapelle, il y a un état d'esprit particulier. Il y a un côté familial. Et puis on sent, je pense que c'est habité par la prière. De la dimension spirituelle de la personne au détail de la décoration de la chambre, c'est un service de toute la personne au quotidien. Un soin holistique qui rejoint les soignants et leur donne de trouver un sens profond à leur métier. Ce qui rejoint l'ensemble des soignants, c'est considérer la personne, le patient comme une personne sujet, comme une personne humaine, comme quelqu'un qu'on doit respecter en tout et pour tout. C'est porter le respect dans la personne, dans justement ses croyances religieuses, en respectant les siennes tout simplement. Mais c'est aussi parce que cette croyance, c'est aller dans le respect, quelles que soient nos religions, de l'amour de l'autre. Du respect de l'autre, de l'amour de son prochain et d'aider à accompagner justement la vie jusqu'au bout parce que c'est une de nos valeurs fortes. On pourrait effectivement penser que ce sont des personnes qui n'ont plus de raison de vivre, absolument pas. Parce qu'il y a plein de possibles, c'est pour ça que d'ailleurs que c'est une unité de vie. Hein. Les soignants sont vivants dans le sens en joie avec eux, ils font tout aussi pour leur rendre leur quotidien le plus aussi agréable possible.
vient de le voir dans ce reportage ici, dans cet établissement, la clinique Sainte-Élisabeth, on met l'accent sur l'humain dans les soins qu'on prodigue évidemment aux patients, mais on s'intéresse aussi aux soignants et à la manière dont ils vivent. Ici, je suis avec le docteur Hubert Tesson. Bonjour, vous êtes médecin-chef ici. Pour commencer, j'ai envie de vous demander quels sont les choix que vous avez faits dans la manière de soigner, dans l'approche de soins qui est faite ici à la clinique Sainte-Élisabeth. Je dirais que le choix primordial est d'essayer de comprendre quels sont les besoins du patient. Non pas les besoins de la médecine, non pas les besoins d'aller chercher par curiosité la taille, par exemple, des métastases ou des choses comme ça, mais vraiment partir du concret, les patients, quelles sont leurs difficultés, donc quels sont leurs besoins, et avoir un projet thérapeutique vraiment centré sur les besoins du sujet et non pas sur les besoins de la science ou d'une technique dans lesquelles seraient embarqués les patients. Qu'est-ce que ça amène du coup qu'est-ce que ça apporte dans la manière de soigner, dans l'approche qu'on peut avoir avec ces patients? Eh bien, les patients que nous accueillons ici sont tous des patients en grande vulnérabilité, soit lourdement handicapés, soit atteints de maladies graves, habituellement proches de la mort. Mais notre démarche est vraiment, non pas la destruction, non pas la fuite, mais vraiment aller à la rencontre de ce patient et je dirais être dans une bienveillance. La bienveillance, je dirais que c'est le fait de prendre soin de cette personne vulnérable en sachant que nous avons nos propres limites. Nous ne sommes pas tout-puissants, nous ne sommes pas des magiciens devant cette souffrance, mais malgré ces limites, ou peut-être d'ailleurs avec et grâce à ces limites, nous allons prendre soin le mieux possible des patients. Est-ce que c'est une vision propre à cet établissement, justement parce que vous avez des patients qui ont des pathologies lourdes, très graves? Est-ce que c'est inévitable ou est-ce que c'est vraiment une volonté en plus propre à ici, à ce lieu? À partir du moment où les médecins, les soignants sont confrontés à une certaine limite, eh bien, je pense que spontanément, ça amène à se centrer sur les besoins de la personne et à renoncer à une médecine qui serait un petit peu toute puissante, mais qui entraînerait de l'acharnement thérapeutique ou d'autres dérives comme cela. Ça n'est pas spécifique à la clinique Sainte-Élisabeth, mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement travaillé ici, que nous nous approprions et qui est source de déploiement d'inventivité, de compétences aussi, et d'humanité. Justement, est-ce que ces choix, comment est-ce qu'ils rejaillissent sur les soignants ici? Et s'occuper de ces patients, c'est pas anodin. Il y a de la violence quand même ressentie, avec laquelle nous allons faire. Mais je suis persuadé que les soignants, comme les médecins, enfin tous ceux qui travaillent ici, sont heureux d'avoir un métier qui a du sens. L'avantage pour nous, c'est que le sens de ce qu'on fait est assez évident. Il est assez évident. Et puis, il y a quelque chose qui est extrêmement prégnant, je crois, et qui est un gros avantage pour nos équipes, c'est que tout le monde va dans le même sens. Ce n'est pas le médecin qui part dans un sens et les infirmières dans l'autre. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas ailleurs, mais c'est un risque d'avoir un projet thérapeutique qui est pas très cohérent, où les gens ne s'y retrouvent pas forcément. Alors qu'ici, puisqu'on part vraiment du patient et qu'il y a beaucoup de concertation entre les différents acteurs, eh bien, il y a vraiment une cohérence. Il y a un projet thérapeutique qui est partagé entre tous, qui donne une cohésion et avec la satisfaction d'un travail qui effectivement a du sens. Ouais. On l'a vu, justement, quand on arrive ici, il y a une croix, il y a une chapelle aussi ici. Est-ce que le fait qu'on soit dans un établissement au moins d'inspiration chrétienne, catholique, quel impact ça a ici, sur les soignants notamment? Je crois que le premier impact, il s'inscrit dans les fondements de notre action, qui est de recevoir. Au départ, cette institution a été créée pour recevoir des femmes qui avaient des plaies chroniques et dont personne ne voulait sur la ville de Marseille. Et il y a cette inspiration, elle demeure vraiment, et je crois qu'elle vient de l'Évangile. Je sais pas, je crois, j'en suis convaincu. Accueillir la personne dans ce qu'elle est, dans toute sa faiblesse, dans sa vulnérabilité,
Alors après, les soignants ne sont pas tous catholiques, il y a différentes religions, mais il y a un fondement qui fédère. Quand vous parlez avec vos confrères, au fond, est-ce que c'est pas ça la clé pour être un soignant épanoui, c'est d'avoir à l'esprit toujours de prendre ce temps, d'être pleinement avec le patient. Ça serait ça la clé pour se sentir pleinement dans sa mission de soignant? Alors la clé de l'épanouissement du médecin, je crois qu'elle vient beaucoup de la notion du sens de ce que je fais et l'adéquation des moyens avec les besoins des patients. Et je dirais qu'ici, globalement, on a ces deux choses-là. Bien sûr, comme tout établissement, on aimerait bien avoir plus de personnel. Voilà, on ressent toujours une petite frustration. On pourrait avoir plus, ça serait bien, mais est-on sûr que ça serait mieux? Peut-être pas. Et en tout cas, il y a cette satisfaction du sens et d'avoir quand même des moyens satisfaisants. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. C'est la fin de ce Hors les Murs. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. J'espère qu'avec nous, vous avez pu un peu mieux comprendre la vie, le quotidien de tous ces soignants, la mission de ces hommes et ces femmes qui chaque jour prennent soin de nous lorsqu'on est à l'hôpital. Un grand merci à tous les établissements qui nous ont accueillis et également aux équipes que nous avons suivies. Un grand merci aussi aux équipes de KTO qui ont permis la réalisation de cette émission. Une émission à voir ou à revoir sur le site internet www.ktotv.com. Très belle soirée et à bientôt.